Bonjour et merci d'avoir répondu présent à ce cinquième webinaire sur l'automatisation. Pour information, cette session est enregistrée. Je m'appelle Gilbert Moisio et vous pouvez avoir des informations publiques sur mon profil LinkedIn pour en savoir un petit peu plus sur moi. Dans une certaine mesure, j'ai essayé de faire en sorte, lors de ces séminaires, de balayer différentes approches d'automatisation et notamment différentes façons de faire de la simulation. Pour, cette, 5e session, je vous propose de regarder, la simulation, avec, le constructeur Juniper Networks et pour faire, un peu différemment des sessions précédentes, sur cette session, on ne va pas utiliser un simulateur, graphique comme, je l'avais fait avec AvenG et comme j'aurais pu le faire avec GNS3, mais je vais utiliser plutôt un outil qui s'appelle Vagrant et qui permet de provisionner très rapidement des infrastructures localement sur son poste de travail. Alors, c'est généralement fait pour les développeurs, puisqu'on ne rend pas l'infrastructure publique. Et on ne va pas faire ce qui a été fait précédemment, où l'idée était de voir avec Ansible et Python comment on pouvait faire les mêmes types d'automatisation. On va rester sur Ansible cette fois-ci, mais on va le pousser un petit peu plus que ce que l'on avait fait lors des sessions précédentes. La particularité avec Juniper, c'est que c'est un constructeur qui a pris très tôt le train de l'automatisation, même à une époque où on n'en parlait pas véritablement, où c'était pas le sujet d'actualité. Ce qui fait que Juniper possède énormément de façons d'automatiser. C'est un schéma qui est de Juniper, celui-là, et qui montre en fait les différentes possibilités. Donc quand on part du bas, soit du data plane, soit du control plane, la routing engine représentant le control plane et la packet forwarding engine représentant le data plane. On remonte, on a Junos au-dessus et on a essentiellement deux process que l'on va trouver. Le MGD qui est un process que l'on utilise régulièrement, qui va contrôler en fait tout ce que l'on va effectuer sur le switch, et le GSD process qui lui est un process un petit peu plus récent et qui est fait pour aller développer des applications plus rapides, donc généralement pour des usages plus ambitieux qu'avec MGD, puisqu'en fait on va pouvoir créer énormément d'instructions en très peu de temps, ce qu'on n'aurait pas la possibilité de faire aussi facilement avec MGD, puisque chaque instruction serait contrôlée à chaque fois qu'on passe un ordre au control plane. Donc deux approches complètement différentes et des difficultés aussi qui ne sont pas identiques. Donc on va rester sur MGD. On constate d'après ce schéma que essentiellement Juniper travaille avec une API qui renvoie des données en XML. Donc nativement c'est de l'XML. Après on peut changer éventuellement le format. Il utilise également du Yang, donc qui est un format un peu plus standard. Et on accède à cet XML en fait avec soit une approche netconf, qui est la plus traditionnelle et qui est celle qu'on va utiliser, soit une approche plutôt API avec REST API, ou même du Python Slacks on-box, donc soit du Python, soit du Slacks, qui sont deux approches programmatiques différentes, mais qui vont être des scripts que l'on va mettre sur le switch lui-même pour répondre à des besoins, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui. Et on voit qu'MGD est aussi le process qui s'occupe du CLI traditionnellement quand on passe des commandes. Nous, on va rester sur netconf, on va rester sur Python. Python, on va utiliser Ansible. On voit au-dessus que Python pourrait être soit du script natif, soit de l'Ansible, du Salt ou du GSnappy. Dans tous les cas, quand on utilise ces outils, on utilise également la librairie PyEasy qu'on voit apparaître à côté de Python, qui est une librairie mise à disposition gratuitement par Juniper en open source pour pouvoir en fait interférer en netconf avec les équipements. On va faire de l'Ansible et on va faire aussi du JSnappy. On verra ce que c'est et on le fera depuis Ansible. On inclura JSnappy dans Ansible. Et sur la fin, un petit complément avec des tests robot framework. Donc, on verra comment ça fonctionne. Mais ça n'apparaît pas dans ce schéma. C'est pas mis à disposition par Juniper.
Une autre façon de représenter ce graphique, c'est cette méthode-là pour voir de manière plus synthétique en fait le chemin qu'on va suivre. Donc on va passer par le process MGD, on va travailler en XML API, on va faire du netconf SSH, on appellera PyEasy même sans s'en rendre compte parce que c'est Ansible qui s'en servira, et on fera de l'Ansible et du JSnappy pour démontrer quelques fonctionnalités aujourd'hui. Le switch virtuel qu'on va utiliser, c'est le VQFX, qui est mis à disposition gratuitement par Juniper. Il y a deux appellations dans le VQFX. On parle de VQFX Lite ou de VQFX Full. Dans tous les cas, c'est le même VQFX, sauf que quand on est en VQFX Lite, on n'a que le control plane, la routing engine. Et quand on travaille en VQFX Full, on a le control plane et le data plane, et qui sont deux VM différentes, qui sont interconnectées par le port EM1, qui permet, en fait, on reproduit la même structure qu'on a à l'intérieur d'un équipement. Dans un équipement Juniper, on a le control plane, le data plane qui sont raccordés par une connexion. Eh bien, en fait, c'est la même chose qu'on va reproduire en simulation. On va travailler avec du Lite aujourd'hui parce que ça prendra moins de mémoire et que les quelques restrictions que ça peut engendrer, on s'en accommodera. On n'aura pas besoin d'aller faire appel au data plane. Généralement, il y a quelques commandes, il y a quelques informations que l'on n'a pas si on n'a pas le data plane. On verra par exemple que le LLDP, on ne pourra pas l'utiliser, mais ça ne va pas être gênant pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce VQFX, en fait, il a une connexion out of band par le EM0 pour pouvoir y accéder. Et puis, il a à disposition un certain nombre de ports, maximum 12 ports, qui sont numérotés de 0 à 11. Et ça, ce maximum peut varier en fonction de l'environnement sur lequel on fait tourner le VQFX. Ce VQFX, pour le faire tourner, donc je vous ai dit, on va utiliser Vagrant. Et Vagrant, nativement, a été conçu à l'origine pour travailler avec VirtualBox, mais en réalité, il a la possibilité de s'interfacer avec d'autres outils. Mais là, pour cette démonstration aujourd'hui, on va utiliser Vagrant sur VirtualBox. Alors, VirtualBox qu'on va avoir en version 5 pour s'accommoder de la version 32 bits du VQFX que je vais utiliser aujourd'hui, puisqu'à partir de la release 6 de VirtualBox, les VM 32 bits ne sont plus supportés. On va passer en fait à une petite présentation des fonctionnalités que l'on a dans PyEasy dans un premier temps. Alors, PyEasy, en fait, a un certain nombre de modules à disposition qui lui permettent d'interagir avec les équipements. Aujourd'hui, en fait, ça va être transparent pour nous puisqu'on va être sur Ansible. Si on programmait en Python, mais ce qui n'est pas la volonté de démonstration d'aujourd'hui, on serait amené à interfacer directement ces modules. En l'occurrence, par exemple, le module device qui nous serait nécessaire pour nous connecter aux équipements. Donc, ces modules-là, quand on travaille avec Ansible, sont complètement transparents. Il y a deux façons de travailler avec Ansible. Soit on travaille avec les modules qui sont livrés avec le cœur d'Ansible, donc Ansible Core. Ce sont des modules qui sont gérés, qui sont maintenus par l'équipe, la team Ansible. On voit qu'il y en a un certain nombre qui sont à disposition avec une logique qui reprend souvent la logique qu'on trouve pour la majorité des constructeurs. Généralement, ces modules ont pour volonté d'aller assez loin dans le détail. Ils peuvent gérer des interfaces, ils peuvent gérer du niveau 2, du niveau 3, du LACP, du Link Aggregation, du LLDP. Donc, on a une volonté d'avoir des modules qui soient un peu précis, donc qui ne nécessitent pas forcément de connaître la syntaxe nécessaire sur les équipements. Et puis sur la droite du tableau, en fait, on a les modules qui sont mis à disposition dans la galaxie. La galaxie d'Ansible, c'est une sorte de hub sur lesquels les constructeurs ou les développeurs peuvent aller poster des modules mis à disposition de la communauté. Et ces modules-là sont des modules qui, eux, par contre, sont réalisés et maintenus par Juniper. Et on voit qu'ils sont beaucoup plus génériques. Leur volonté, c'est
pas comme ceux du cœur de pouvoir aller jusqu'au niveau de détail de paramétrage de certaines fonctions. On voit des Junos commandes dont le but c'est juste de lancer des commandes, Junos config qui fait de la configuration, le Junos fax qui va récupérer des informations sur les switches, le Junos JSnappy qui permet justement de piloter JSnappy, on verra ce que c'est. Junos Ping qui permet de tester l'accessibilité des équipements. On voit également un module pour gérer le MTU, un module pour faire du RPC, donc pour envoyer des remote procedure calls sur les équipements. Ensuite, du Junos Software pour faire des mises à jour, du SRX Cluster pour travailler sur des SRX, du système pour interagir avec le système Junos, et le Junos Table qui en fait est capable d'utiliser une fonction qui s'appelle Table and View, que l'on trouve dans la librairie PyEasy de Juniper, et qui permet en fait de pouvoir formater de manière personnalisée les informations XML qui sont renvoyées par la commande RPC que l'on a exécutée. Aujourd'hui, alors il faut savoir que ces modules peuvent être mélangés à l'intérieur d'un playbook Ansible. On n'est pas obligé d'utiliser que le core, que la galaxie. On peut utiliser à un moment donné le module qui nous paraît le plus adapté aux besoins. Aujourd'hui, on va par contre se cantonner à l'utilisation des modules de la galaxie. C'est une question d'habitude pour moi, autant que faire se peut, sauf quand un module du cœur m'apporte quelque chose qu'il n'y a pas dans la galaxie. Ça peut arriver dans certains cas, on le verra dans un test où le Junos Ping est plus intéressant pour moi que le Juniper Junos Ping. Mais on peut mélanger ces modules comme on veut. On voit que la différence entre ces deux familles de modules, c'est que ceux du cœur s'appellent Junos quelque chose, underscore quelque chose, alors que dans la galaxie, ça va être Juniper underscore Junos. Donc, c'est comme ça qu'on différencie en fait dans un playbook Ansible les deux familles de modules. Et enfin, pour parler un petit peu de JSnappy, le rôle de JSnappy, c'est un outil qui permet de faire des tests sur les configurations des équipements. C'est un outil qui pourrait se suffire à lui-même. Il a un mode CLI, on est tout à fait capable de lancer des tests JSnappy sans avoir besoin de programmer en Python ou de faire appel à un playbook Ansible. Là, en l'occurrence, on va l'appeler dans le playbook Ansible et on va utiliser en fait une fonction de JSnappy qui s'appelle le snapcheck. C'est-à-dire que le snapcheck, en fait, il fait une copie et il fait un snapshot de la configuration de l'équipement. Et sur ce snapshot, il réalise un certain nombre de tests qu'on va lui demander. Il y aurait une autre façon de l'utiliser, JSnappy, c'est d'utiliser en fait un snapshot avant et un snapshot après un événement. Donc, par exemple, on doit faire une migration, on va lancer une séquence de snapshots sans effectuer aucun test avant d'effectuer la migration. Il va les enregistrer dans des fichiers. On effectue la migration, puis on refait un snapshot après la migration et on fait des tests pour vérifier en fait l'état que l'on a, les différences que l'on peut avoir entre avant et après, sachant que compte tenu de la configuration qu'on aura fait, on s'attend peut-être à ce qu'il y ait un certain nombre de changements qui soient visibles et on vérifie que ces changements, on les a bien au niveau du résultat de nos commandes de configuration. Sur la configuration d'Ansible, on avait déjà vu lors des sessions précédentes que la première chose à faire, c'est de configurer un fichier qui s'appelle ansible.cfg. On va regarder ce que fait ce fichier. Il y a quelques lignes dedans. Alors, c'est un petit peu différent de ce que l'on a vu jusqu'à présent, où en fait, on lui donnait un inventory qui généralement était un fichier host qu'on mettait dans le répertoire de travail. Là, on se rend compte qu'en fait, on a un pass pour l'inventory qui est un petit peu plus long et qui commence par un répertoire caché, point Vagrant. Ça a été créé automatiquement en fait par le provisionnement de Vagrant. Alors Vagrant, il a fallu que je le lance avant la session parce que pour en fait lancer l'architecture, qui est une architecture spine and leaf avec deux spines, deux leafs et un underlay en external BGP,
L'architecture en elle-même et ses interconnexions nécessitent quand même entre 15 et 20 minutes pour se lancer. Parce que les VM prennent un petit peu de temps à démarrer, à se créer, à démarrer. Donc j'étais obligé de le faire en avance. Mais par contre, je lui ai demandé de ne pas les provisionner. C'est-à-dire qu'on a une architecture avec des switches qui sont interconnectés. On a l'architecture physique, donc les liens sont up, mais il n'y a qu'une information de base à l'intérieur de la configuration qui permet le out-of-band management. Il n'y a pas de configuration BGP ou autre. Cet inventory étant créé automatiquement par Vagrant, c'est lui qui met dedans les ports sur lesquels il a créé les VM, puisque par défaut, il va mettre toutes les VM sur un out-of-band qui est en localhost, 127.0.0.1, et la différenciation entre les machines, la façon d'accéder à chacune des machines va se faire par le port TCP qui va lui être attribué, ce qui permet de les différencier. On ira voir l'état de ce fichier de provisioning, inventory. Hostkey checking, ça on l'avait déjà vu, on ne va pas contrôler les clés SSH pour éviter tout problème. La, la dernière ligne est assez importante, c'est la première fois que je la fais apparaître dans les démos. C'est une commande de configuration qui permet de lui expliquer que si j'ai une même variable qui est à plusieurs endroits, en fait, je lui demande de me merger les contenus de ces variables. Par exemple, si je peux avoir un fichier dans le répertoire groupe var qui va être un fichier de variables qui va en fait s'appliquer à tous les équipements, et je vais appeler ce chapitre dans le variable, cette liste généralement, je vais l'appeler par exemple interface. Et dans chacun des fichiers host qui vont se trouver par contre dans le répertoire hostvar, donc un fichier par switch, je vais réutiliser le même nom de liste interface. En temps normal, si ça c'est quelque chose qu'Ansible n'acceptera pas parce qu'il va dire qu'en fait, il y a un problème, ma variable est définie à deux endroits. J'ai deux mêmes listes qui s'appellent pareil. Alors, je lui dis en fait de merger ces deux listes parce que je sais, normalement je sais, parce que je l'ai conçu, que j'ai effectivement les mêmes noms de liste, mais j'ai des informations complémentaires dans ces deux fichiers. Dans le fichier groupe var, je vais avoir les informations qui s'adressent à tous les équipements, et dans le fichier host var, je vais avoir les informations qui sont propres à chacun des équipements. Donc je lui demande de le merger. Première fois qu'on voit cette commande dans les démos. Le fichier inventory, si on va voir en fait à quoi il ressemble, il est dans le répertoire Vagrant. Il est dans Provisionneur, il est dans Ansible, il s'appelle Inventory et Vagrant Ansible Inventory. Il a été généré par Vagrant, c'est d'ailleurs ce que dit le commentaire. Il a lui-même mis la même adresse IP à tous les équipements pour l'accès out of band, donc à 127.0.0.1, mais le port est complètement différent. On voit qu'il a généré en fait automatiquement un port. Le premier qui a été créé, c'est le Spine 01. Il a créé avec le 2222 parce que c'est comme ça que généralement il crée une seule machine quand on est en Vagrant. Et quand il a vu que d'autres machines devaient être créées derrière, à ce moment-là, il a commencé une séquence TCP à partir de 2200 pour le Spine 02, puis il est passé au livre 01, il lui a donné 2201, il est passé au livre 02, il lui a donné 2202. C'est comme ça qu'il va différencier les machines quand il va s'adresser à elles. Le Ansible User Vagrant, il arrive de base dans le VQFX, et l'Insecure Private Key, c'est une clé qui est également livrée avec la génération Vagrant pour mettre une clé correspondant à la clé qui est dans le VQFX et faire en fait une connexion sans avoir besoin de mettre un user password, mais il va faire une connexion par clé. Les chapitres de l'inventory, ça reste toujours la même logique, c'est-à-dire qu'il a un chapitre qui s'appelle QFX. On verra pourquoi il a appelé ce chapitre comme ça, c'est pas un hasard, c'est parce que je lui ai demandé dans le fichier de génération Vagrant, il y a mis tous les switches. Ensuite, il y a un chapitre spine qui regroupe tous les spines, un chapitre leaf qui regroupe les leafs, et un chapitre all qui en fait regroupe le groupe QFX qui a tous les switches. Donc ça, cette répartition-là me permet soit d'avoir accès à la totalité des switches, soit à la catégorie spine, soit à la catégorie leaf. On verra que à un moment donné, ça peut avoir une utilité de savoir à quel groupe apparaît un switch pour la génération des templates.
Le Vagrant File, maintenant, c'est un fichier de configuration qui est nécessaire pour générer en fait, l'architecture. C'est un langage qui est du langage Ruby, pour ceux qui connaissent. Ça a été un langage qui, à un moment donné, a été répandu dans le web. On mettait un peu en face de PHP, Ruby. Et en tout cas, Vagrant utilise ce langage-là pour le fichier de génération d'architecture. Alors, des variables au début qui sont spine pour map, leaf pour map, c'est une façon en fait de dire comment sont interconnectées les machines entre elles, puisque c'est un spine and leaf, donc on a deux spines qui ne sont pas interconnectés entre eux, mais par contre, on a des leafs qui sont chacun interconnectés sur les deux spines. Donc, c'est ce que décrit en fait cet ensemble de variables. Dans les points importants, on lance la configuration des spines, on fait une boucle, alors c'est une syntaxe Ruby, on fait une boucle de 1 à 2, donc on va faire deux itérations, et on donne un nom en fait à la machine que l'on crée, donc spine 0 plus l'ID de la boucle, donc spine 01 et spine 02 à chacune des itérations. Le config VM boot timeout, c'est un timeout que je vais utiliser en fonction de la plateforme sur laquelle je fais tourner en fait cette architecture, parce que par défaut, le timeout Vagrant est de 300 secondes, c'est-à-dire 5 minutes. Il pourrait arriver que si ma machine n'est pas assez puissante, au bout de 300 secondes, la VM ne répond pas à Vagrant, et Vagrant considère que potentiellement il s'est passé quelque chose, et ça s'est mal déroulé, et ça finit en erreur. Et donc, généralement, cette erreur spécifie, elle dit si jamais vous vous rendez compte au bout de quelques minutes qu'en réalité, la machine, elle a bien démarré, ben, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de problème, mais c'est qu'on est tombé en timeout, montez le timeout. Donc, comme je ne sais pas toujours comment je vais faire tourner mes Vagrant files, souvent, je mets un timeout au double de la valeur, de manière à être certain que ça ne tombe pas en erreur à cause d'un manque de puissance à un moment donné de la plateforme sur laquelle je me trouve. Bon, en l'occurrence, sur cette machine-là, j'ai pas eu de soucis, mais comme je suis sur un MacBook et que ce MacBook fait tourner une VM Linux, il est possible parfois que la VM Linux soit un peu juste, d'autant que Vagrant ne fait pas du multiprocessing, c'est-à-dire que quand il va lancer une VM, en fait, il n'utilise qu'un seul cœur. Ça ne sert à rien de lui donner une grosse quantité de cœur. En fait, le problème, c'est qu'il va pousser le cœur à fond. Donc, c'est la fréquence du cœur qui va être importante. Pendant combien de temps elle va rester à 100% pour réussir à monter la VM. C'est comme ça qu'on arrive à la limite du processus. Ensuite, on va réellement rentrer dans la configuration de la machine, donc cette VM qui sera un switch en fait. Donc la box que j'utilise, c'est une version VQFX 19.4 que j'avais préparée localement. Après, derrière, il y a la configuration des interfaces. Alors, le M0, on ne le voit pas apparaître parce que c'est Vagrant qui s'en charge. C'est l'out of band. Donc, ça le regarde. Le M1 est là pour faire l'interconnexion éventuellement avec le data plane. Mais en l'occurrence, je ne vais pas l'utiliser pour des raisons essentiellement d'espace mémoire. En fait, c'est pour limiter la charge sur la machine, sur la VM. Mais j'ai préparé quand même les interfaces. On est obligé de les préparer parce que quand Vagrant va créer dans VirtualBox l'AVM avec ses interfaces, en réalité, comment va se passer cette interconnexion? Comment il va mettre un câble entre deux ports de deux interfaces de l'AVM? Bien, grâce au nom, en fait. Là, typiquement, on voit que la virtual internet qui est donnée sur l'interface EM1, c'est VQFX internal avec l'ID. Donc, je suis sur la machine 1, je vais donc avoir VQFX internal underscore 1. Et si je lançais un data plane, donc une packet forwarding engine, je ferai en sorte de mettre le même nom, VQFX internal. Je lancerai la PFE dans une boucle pareille de deux itérations et je lui mettrai l'ID. Donc, j'aurai finalement dans VirtualBox deux VM qui vont s'appeler VQFX internal ID1 au niveau de cette interface. Ça veut dire que j'ai tendu un câble entre ces deux VM, entre les deux ports EM1 de ces VM. C'est comme ça qu'en fait, je construis l'architecture, je tends un câble entre deux interfaces. Le M2, elle est réservée, elle n'est pas utilisée,
Donc, il faut aussi la mettre en évidence de manière à ce que quand il déroule ces interfaces, il sache en fait comment elles sont numérotées. Donc, la EM0, il s'en charge tout seul. La EM1, EM2, il les a créées. EM3, EM4 sont créés dans une itération. C'est une boucle Ruby, donc deux itérations, de 1 à 2. Et on voit que sur les spines, ces interfaces ne sont pas utilisées. Donc, elles ont un nom non-used, voilà, elles servent à rien. Puis, on passe aux interfaces EM5, EM6, avec une itération aussi. Et là, par contre, EM5, EM6 vont être utilisés pour interconnecter en fait les leafs. La configuration des leafs, il s'agit également d'une boucle de 1 à 2, donc deux itérations. On le nomme leaf 0 avec l'ID. On lui met un timeout un peu plus élevé aussi, parce que finalement, il s'appelle leaf, mais c'est la même VM que spine. Donc, si on a eu du mal à le lancer en spine, on aura du mal en leaf. Et puis, on rentre dans la création, toujours à partir du 19.4. On met en place les interfaces. EM1, EM2, c'est la même chose qu'au-dessus, puisque il va falloir à un moment donné, éventuellement, si on était en VQFX full, interconnecté par le port EM1, la Packet Forwarding Engine avec la Routing Engine, ce qu'on ne va pas faire. Le M3, EM4, on ne l'utilise pas. Par contre, le M5, EM6, on va les utiliser pour s'interconnecter sur les spines. Donc, on utilise ici dans le nom du segment que l'on crée les variables qui étaient au tout début du fichier Vagrant File. Donc, pour nommer en fait ces segments, pour qu'ils aient des noms uniques et que cette architecture corresponde bien à ce que l'on veut, c'est-à-dire le leaf 01 qui soit interconnecté par deux interfaces vers le spine 01, le spine 02, et la même chose pour le leaf 02. Et puis un dernier chapitre qui est le box provisioning, où là en fait on peut faire appel à un provisionneur. Ce provisionneur, moi je ne l'ai pas utilisé quand je l'ai lancé, mais je le mets parce que il peut m'arriver, si ce n'est pas pour une démonstration, mais pour moi-même, de faire en sorte de lancer Vagrant par défaut. Un Vagrant Up par défaut va faire appel au chapitre Box Provisioning, donc il va faire appel au provisionneur Ansible que j'ai déclaré. Là, en fait, j'ai lancé Vagrant Up avec un moins no provision, c'est-à-dire je lui dis n'exécute pas la configuration, lance les VM, crée l'architecture, mais ne mets pas de configuration BGP ou autre dessus. C'est là, en fait, c'est dans l'Ansible Group qu'on lui dit comment on souhaite qu'il organise l'inventory. Donc, on retrouve les chapitres que je vous avais montrés tout à l'heure dans l'inventory, à savoir QFX, Spine, Leaf et All. L'Ansible Playbook qu'il lancerait si je lui laissais provisionner, ça serait le playbook qui s'appelle site.yaml. Et site.yaml, c'est quelque chose qu'on ira voir tout à l'heure. Je peux en Ansible utiliser des tags. Alors, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va pousser Ansible un tout petit peu plus loin et on va utiliser des tags. On va utiliser pas mal de tags, puisqu'en fait, pour tout ce qui est configuration et check de configuration, je n'aurai qu'un seul playbook qui s'appelle site.yaml. Et ce qui me permettra de déclencher une action ou une autre à l'intérieur de ce playbook, parce que vous allez voir que ce playbook, j'ai aucune intention de le déclencher entièrement, ça n'aurait pas de sens. Et c'est par un tag que je vais le déclencher. Donc là, si je laissais Vagrant provisionner tout seul, par un Vagrant Up, sans aucune option, en fait, il utiliserait le tag BGP. Donc, il me créerait un underlay BGP en fait sur mon architecture. Et les extravars que je passe dans la variable, c'est l'interpréteur Python. Malgré le fait que je sois en Ansible 2.9.6 et que normalement dans cette version, il a l'auto-reconnaissance de l'interpréteur Python, toujours pareil, on est parfois sur des distributions qui sont un peu compliquées. Là, je suis sur une Ubuntu 18.04 où il y a à la fois Python 2, Python 3 et il peut arriver à se perdre. Donc, je lui dis clairement quel est l'interpréteur que j'utilise. C'est Python 3 et je lui donne le pass. Vous verrez que dans le playbook, je suis obligé de faire la même chose puisqu'en fait, là, ce qu'il ferait, c'est qu'il le lancerait depuis le provisionneur Vagrant et il a besoin de savoir quel est l'interpréteur qu'il va utiliser pour lancer Ansible. Donc voilà le fichier Vagrant File. Le fichier Vagrant File, on regarde dans le répertoire, c'est ce fichier-là qu'un simple Vagrant Up va exécuter et il va me lancer des VM que je peux visualiser
avec un vagrant status. Si je regarde en fait l'état de mon vagrant, je vais voir que j'ai des VM qui sont créés, le Spine 01, Spine 02, Live 01, Live 02, c'était les noms que le vagrant file était censé lui donner. Elles sont running, donc ça c'est ce qu'on attendait, et elles sont portées par VirtualBox. Donc VirtualBox headless, c'est-à-dire que c'est pas un VirtualBox avec interface graphique. On est capable d'utiliser VirtualBox aussi de manière programmatique sans avoir d'interface graphique. C'est ce qui est fait là. Je suis sur un serveur Linux et je n'ai pas la possibilité de lui lancer l'interface graphique. Donc c'est ce qu'on appelle le headless, sans GUI. Le première chose que je pourrais faire avec mon site YAML, mon playbook de base, c'est de faire une sauvegarde de la configuration en rescue. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails de Juniper, mais Juniper, en fait, utilise une possibilité de commit rollback. Donc, je peux appliquer la configuration ou revenir en arrière. Et les rollbacks, en fait, j'en ai une cinquantaine de rollbacks à disposition. Et il y en a un rollback qui est très spécifique, c'est le rollback rescue. Rescue, c'est une configuration minimum vers laquelle on peut être amené à revenir à un moment donné. C'est une configuration connue. Alors, c'est très bien en automatisation, puisqu'en fait, ça va nous permettre de revenir à une configuration qui va forcément comporter quelque chose qui nous intéresse, c'est l'out-of-band management, le user de base, toutes les informations qui me permettent de continuer à pouvoir accéder aux équipements avec une version minimum. Le site.yaml, si on va regarder en fait comment il est construit, on lui passe des informations, quels sont les hosts sur lesquels on l'applique, donc QFX, tous les hosts. On passe des variables, les informations de connexion, l'interpréteur Ansible, on retrouve cette commande. On est en connection locale. On avait déjà vu cette approche-là. Ansible ne va pas envoyer un script Python sur l'équipement, mais il va l'exécuter localement, le script Python qui va être généré par Ansible. Et par contre, c'est une communication en netconf qui va s'effectuer vers l'équipement. Gatherfax, no, on ne récupère pas les informations qui sont à disposition, puisqu'en fait, c'est une connexion locale, donc j'ai aucune intention de récupérer les informations du host sur lequel je fais tourner Ansible. Par contre, si j'étais dans un mode de fonctionnement, par exemple système, avec des serveurs en tant que cible, à ce moment-là, les scripts Python seraient envoyés sur le serveur, ils seraient exécutés par l'interpréteur Python du serveur, et je pourrais éventuellement être intéressé pour qu'il me renvoie des informations, donc le gatherfax, qu'il me les fasse, qu'il me récupère ces informations, parce qu'elles pourraient être éventuellement utilisées pour continuer le playbook, pour un certain nombre d'actions que je ferai ou que je ne ferai pas, en fonction des informations qu'il a récupérées dans le gatherfax. Et puis, je vois un certain nombre de rôles. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent, cette notion de rôle. Les rôles, ce sont des ensembles de fonctions que l'on définit. Ça permet de structurer, d'organiser les playbooks Ansible. On verra comment ça s'organise. Le premier rôle que je veux exécuter, évidemment, c'est le rôle Juniper Junos. Parce que je vous ai dit qu'on allait travailler avec beaucoup de modules venant de la galaxie, donc on a installé dans Ansible, ceux qui sont maintenus par Juniper, et il faut lui préciser, il faut lui spécifier. Donc dans tous les cas, la majorité de mes playbooks faisant appel à des modules venant de la galaxie, je suis obligé de lui dire d'exécuter ce rôle-là dans tous les cas. Et après, j'ai un certain nombre de rôles. Et à ces rôles sont associés des tags. J'ai le rôle Save Rescue, qui a le tag Save Rescue. Pas très original, mais ça permet au moins de s'y retrouver. Le rôle Load Rescue, qui a le tag Load Rescue. Le rôle Common, qui a le tag BGP et OSPF. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce soir, on va essayer de passer d'une infrastructure external BGP à une infrastructure OSPF en un minimum de temps et sans enfin, une interruption minimum. Donc, on va changer à la volée l'infrastructure. On verra qu'en fait, grâce à Out of Band, c'est faisable. Et dans tous les cas, j'ai un rôle common que je veux exécuter. Common, ça contient des configurations de base valables que je sois en BGP ou que je sois en OSPF. On verra ce qu'il y a dedans. J'ai un rôle underlay BGP qui lui a le tag BGP. J'ai un rôle check BGP qui a un tag check BGP. Alors check, ça va être quoi?
c'est aussi une nouveauté qu'on n'avait pas vue avant, c'est que c'est bien joli de faire de la configuration, mais quand on commence à faire vraiment de l'automatisation de façon un petit peu plus avancée, et notamment qu'on travaille en mode agile, puisqu'en général, quand on fait du développement, on est en agile et on est en train de faire du développement, la notion de test, que ce soit le test unitaire, le test comportemental, le test d'acceptation, tous ces tests sont très importants pour la definition of done. Quand on fait des user stories et que ces user stories, on les décompose en tâches, chacune des tâches doit avoir des tests unitaires. Si on implémente une fonction, on la teste. C'est la règle en agile. Et évidemment, on pourrait le tester manuellement, mais l'expérience montre que si on le fait manuellement, on hésitera à reproduire systématiquement les tests. Il y a bien un moment donné où on ne les fera plus parce que ça va être long et qu'on a confiance. On se dit de toute façon, ce n'est pas ce que j'ai modifié qui va influencer quoi que ce soit et on va bypasser le test. Et c'est ce jour-là où en fait, on ne s'est pas rendu compte qu'on a fait une modif qui n'est pas si anodine qu'on le pensait. Et si les tests sont automatisés, c'est rien du tout. C'est rien du tout de les lancer, voire même de les enchaîner. On verra comment on enchaîne les tags. Underlay OSPF avec le tag OSPF permet de mettre une infrastructure underlay en OSPF. Et le check OSPF permet d'effectuer un certain nombre de tests unitaires. Alors, ça n'a pas pour vocation, cette démonstration, d'être hyper exhaustif, mais de montrer un certain nombre de tests que l'on peut faire quand on a monté une infrastructure pour aller vérifier que cette infrastructure fonctionne. Alors, je vous ai dit, première chose que l'on pourrait faire, c'est effectivement faire un save rescue parce que comme ça, on va mettre en fait le rôle save rescue, la tâche, on va la voir. Ça consiste en fait à lancer une commande qui est une commande request system configuration rescue save. Ça a pour objectif de créer sur l'équipement une configuration qui est spécifique, qui est la rescue, sur laquelle on pourrait revenir par un rollback rescue. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va effectuer cette commande, on va donc la réaliser et on va mettre le résultat de la commande par le register response, on va le mettre dans une variable qui va s'appeler response, peu importe. Et dans la tâche en dessous, on va lui dire affiche-moi response, montre-moi comment ça s'est terminé. Et on va l'exécuter de suite. Donc, comment on va l'exécuter? Par un Ansible playbook, ça c'est comme d'habitude. On va lui dire que je veux exécuter site.yaml, mais qu'au niveau des tags, je veux en fait un save rescue. Donc, il m'effectue cette sauvegarde et il m'affiche les résultats. Il me dit, pour les 4 équipements, success, dans les 4 cas. Donc, je sais que maintenant, éventuellement, si j'avais un problème, un souci à un moment donné et que je ne sais plus où j'en suis, je pourrais très bien revenir faire un rollback rescue, donc aller faire un load rescue et la tâche est la suivante. Qu'est-ce que je fais? Je fais un rollback. Donc, dans le Juniper Junos config, la fonction rollback existe. Je fais un rollback, je lui dis vers quoi je veux faire le rollback. Je pourrais lui donner un numéro de version, mais là, en l'occurrence, je ne lui donne pas un numéro, je lui donne un mot-clé, rescue, il n'y en a qu'une, il sait ce que c'est, et il reviendra à ce moment-là dessus. Et dans tous les cas, j'afficherai la façon dont ça s'est terminé, la réponse. Donc, espérons qu'on n'aura pas à l'utiliser, sinon c'est qu'on a eu un petit souci. Une fois que ça s'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord des petits playbooks qui ne sont pas dans le site YAML, qui vont me permettre à la fois de faire un petit peu des démonstrations, puis à la fois aussi de vérifier que tout marche bien. C'est-à-dire que mes équipements sont accessibles. Alors, il n'y a pas de configuration pour l'instant, mais la topologie, elle existe. Les équipements sont accessibles par out of band. Donc, il y a quand même des informations que je suis censé pouvoir récupérer. Alors, si je regarde le getfax.yaml, on va commencer par celui-ci. En fait, qu'est-ce que je trouve dans ce fichier? Le fait que je m'adresse à tous les équipements, ça, on aura des entêtes qui se ressembleront souvent. Je lui fais passer des informations de connexion. Je lui dis quel est mon interpréteur. Je reste en local. Je ne récupère pas les informations. Getfax, no. Le rôle juniper.junos, je suis obligé de lui donner là aussi parce que ce playbook est indépendant du site YAML qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il faut bien lui dire quand même qu'il faut qu'il exécute ce rôle-là parce que la fonction que je vais lui demander derrière,
qui est la Juniper_Junos_Fax. On se rappelle que Juniper_Junos veut dire qu'on appelle un module qui est dans la galaxie. Donc, il faut avoir chargé en fait ce rôle avant pour pouvoir l'interpréter. Provider, ce sont les informations de connexion. J'enregistre le résultat de mon Junos Fax, Juniper Junos Fax, dans la variable fax, bon, qui aurait pu s'appeler n'importe comment, et j'affiche en fait un résultat. Mais ce résultat, en fait, je vais le formater un tout petit peu. Je ne vais pas afficher les informations fax de manière brute. Je vais construire une phrase. Je vais dire device et je cherche le nom du device. Donc, dans la variable fax, il y a un Ansible fax qui est à disposition. Il y a un Junos et à l'intérieur de Junos, il y a un hostname. Donc, en fait, j'ai une structure d'informations qui m'est ramenée. Je navigue à l'intérieur de cette structure pour aller me chercher le hostname. Et j'écris que ce device, dont je mettrai le nom en variable, runs version, donc je lui dis qu'il tourne la version. Et là, dans le fax, dans l'Ansible fax, dans Junos et dans Junos Info, je vais récupérer le FPC0 et le texte qui est à l'intérieur de ce FPC0. Ce texte va m'afficher la version que tourne l'équipement. Et je n'exécute cette tâche que quand le fax Ansible fax Junos is defined. C'est-à-dire que si jamais, pour X raison, ma structure fax Ansible fax Junos ne contenait pas d'informations, donc il n'y avait pas dedans de hostname ou de FPC0 texte, bien à ce moment-là, je ferai en sorte de ne rien exécuter pour ne pas tomber en erreur. Quand je le lance, Ansible Playbook de getFax YAML, il va aller sur chacun de mes équipements et il va récupérer les fax pour ne m'afficher que celle que j'ai demandé, le hostname et la version. Donc on voit ici, pour par exemple le Spine 01, device VQFXRE, c'est son nom, ils s'appellent tous pareil en fait, puisque c'est une routine engine que j'ai lancée uniquement, donc le control plane, runs version, et j'ai bien ma 19.4 R1.10 qui est sur tous les équipements, puisque c'est la VM, c'est la version de la VM que j'ai lancée. Je pourrais récupérer cette version de manière un petit peu différente. On retrouve les mêmes logiques qu'on avait vues pour les webinaires précédents. Là, j'ai un playbook dont le démarrage est toujours le même. Et quand j'arrive à la tâche, en fait, là, par contre, j'envoie une remote procedure call, Juniper Junos RPC. Et j'ai mis des petits commentaires ici, en fait, parce qu'on va aller se connecter sur un équipement. On fait un alors Vagrant SSH. Et par exemple, on va se connecter sur le premier spine. Donc, on passe par la out of band. On arrive sur le spine. Et dans les commentaires, j'ai mis qu'en fait, pour retrouver la remote procedure call qui correspond au show version, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un show version, je vais piper sur un display XML RPC. Donc, il y a plein de pipes à disposition. Là, je vais faire ça et il m'indique qu'en fait, un show version, l'équivalent de la remote procedure call qui lui est associée, c'est un get software information. C'est ici. Donc, je vois que le RPC qui est là, son équivalent, c'est le get software information. Et là, ça se termine par un /get software information. C'est du XML traditionnel. Hein. On retrouve, pour ceux qui connaissent HTML, qui est ni plus ni moins que du XML, on retrouve cette logique. Donc, ça veut dire que pour ma remote procedure call, on la voit ici. Donc, mon Juniper Junos RPC RPCS que j'envoie, c'est le get software information, c'est ce qu'il vient de me dire. Et donc, dans ce qu'il va me ramener, je vais le mettre dans une variable register qui est version, pas aux originales, et je vais aller chercher dans cette variable des informations bien précises. Je veux aller chercher, en fait, la version uniquement. Je ne suis pas en train de construire une phrase, je veux juste faire afficher device is running, je ne veux pas son nom, je veux juste la version. Et vous voyez en fait ici une syntaxe, encore une arborescence qui me permet d'aller chercher
cette information. Mais comment je peux connaître en fait toute cette arborescence? Il est évident que je ne le connais pas par cœur. Donc, c'est en fait grâce à la même genre de commande, mais ce n'est pas le remote procedure call qui m'intéresse, c'est le XML qui m'est ramené. Et en fait, voilà le XML qui m'est ramené. Donc, on voit dans cette architecture XML que l'on a la RPC reply, la réponse RPC qui est là. Et regardez ici. Alors, tous ces débuts, la variable version dans laquelle je parse l'output, bon, ça n'a rien à voir avec le retour XML du switch lui-même, c'est la façon dont on l'a stocké. Mais on va trouver ici le multi-routing engine result. Alors, multi-routing engine result, on va le trouver ici. C'est le premier niveau XML. Puis, je vais trouver ensuite le multi-routing engine item. Je vais chercher qu'en fait, c'est ce deuxième niveau ici XML, multi-routing engine item. Ensuite, je vais à l'intérieur de cette arborescence chercher le software information. Je cherche dans ma structure XML, le software information, il est ici. C'est la structure immédiatement en dessous. Vous voyez que sous multi-routing engine item, j'ai un premier item qui est RENAME, ce n'est pas celui que je voulais. J'ai un deuxième item qui est software information, qui est au même niveau. Il n'est pas sous RENAME, il est au même niveau. Donc, je vais sur software information. Ensuite, je vais sur Junos version. Je cherche le Junos version. Et le Junos version, si je regarde, je l'ai ici, sous le software information. Donc, si je descends cette arborescence, selon cette logique, je vais tomber sur le contenu de Junos version qui est 19.4 R1.10. Donc, il doit m'afficher device is running 19.4 R1.10. Puis, je lui dis, n'exécute cette tâche que si le multi-routing engine result is defined, parce que sinon, ça va tomber en erreur. C'est pour quelque raison que ce soit, il ne m'avait pas ramené d'informations, je ne peux pas exécuter cette tâche. Donc, ici, à la place de getFax, on va faire un getVersion. On lance l'Ansible Playbook de getVersion. Il va passer sur chacun des équipements, me ramener device is running. Donc, il a trouvé l'information, il me l'affiche comme je lui avais demandé de me l'afficher. C'est en vert, ça veut dire que ça s'est bien passé, heureusement. De la même manière qu'on l'avait fait pour les webinaires précédents, on peut également vouloir récupérer la configuration des équipements pour les sauvegarder localement, par exemple. Le début reste toujours le même. Je charge le rôle Juniper Junos pour pouvoir exécuter les modules de la galaxie. Et par contre, je vais utiliser un Juniper Junos Facts et je vais lui spécifier, en fait, le Juniper Junos Facts peut me ramener plein d'informations et entre autres dans ces informations, la configuration. Et quand on parle de la configuration, on peut lui spécifier en fait dans quel format on veut ramener l'information. C'est applicable pour la configuration. Donc, j'ai mis un petit commentaire ici. Je peux lui mettre none, si éventuellement je ne voulais pas la ramener. C'est la valeur par défaut. La valeur par défaut, c'est qu'il ne ramène pas la configuration. Si je ne lui mets pas none, ça veut dire que je veux la configuration. Et je peux l'avoir en XML au format 7, au format texte, c'est le format Juniper traditionnel, ou au format JSON. Et en fait, moi, je lui dis, je le veux au format 7, parce que c'est un format que j'aime bien. Il me permet d'avoir une vision des commandes qui sont tapées pour configurer l'équipement, et non pas du résultat simplement de la configuration. J'ai la commande vraiment qui a été tapée. Et le résultat, je l'enregistre dans une variable que j'ai appelée fax. Et plutôt que l'afficher à l'écran, ce n'est pas forcément ce que je vais vouloir faire, je vais backuper ça dans un fichier. Et ce fichier, en fait, je lui donne, j'utilise le module copy d'Ansible, qui est un module qui est partie du cœur d'Ansible. Je lui dis quel est le contenu. Le contenu, c'est le contenu de ma variable que j'ai dans fax. Donc, je lui dis que c'est Ansible fax junos.config. Donc, dans cette structure de variable, en fait, il va aller me chercher que la config au format 7, puisque c'est ce que je lui ai demandé. Et la destination, j'ai construit un nom de fichier qui contient l'inventory hostname, mais aussi l'heure, la date et l'heure de la commande, de manière à ce que mes noms de fichiers soient uniques. Et je lui mets .conf à la fin.
Et je ne fais ça évidemment que s'il m'a ramené une configuration. Si dans la variable, il n'y a pas de configuration, je n'exécuterai pas. Donc on va le faire, toujours pareil, Ansible Playbook, et on va lancer le playbook qui est le getConfig, qui va sur les équipements, il récupère d'abord les configurations, les facts en fait, et dans les facts, c'est la configuration qui va m'intéresser, je l'avais au format 7, il enregistre. Alors cette différence de couleur, on l'avait déjà évoqué, en vert, il a fait, ça s'est bien passé, ce qu'il a fait s'est bien passé, ou il n'a rien fait de nouveau, ça peut signifier les deux choses. Et en orange, c'est qu'il a fait quelque chose de nouveau. Et ce qu'il a fait de nouveau, c'est qu'il m'a créé 4 fichiers qui n'étaient pas dans le répertoire tout à l'heure, qui sont en extension .conf. Et si je veux regarder le contenu, par exemple, du Spine 01, eh bien à l'intérieur, j'ai la configuration au format 7, c'est-à-dire que je peux exécuter directement ces commandes pour reconfigurer le switch avec sa config de base, donc qui est sa config rescue, la fameuse config rescue, puisque pour l'instant, on n'a rien configuré de nouveau par rapport à tout à l'heure. Donc, l'adresse IP que vous voyez là, c'est une adresse IP privée qui est utilisée si jamais on a interconnecté le routing engine avec le packet forwarding engine. Donc ça n'est pas utilisable à l'extérieur, c'est juste interne. Et maintenant, on va faire appel à site.yaml, mais on va vouloir utiliser le tag BGP pour lancer le rôle BGP. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le rôle BGP? Si on va voir les rôles underlay BGP task main, donc j'ai qu'un seul playbook ici, une seule tâche. Qu'est-ce qu'il me fait? Quelque chose de très simple. Il me fait une première tâche qui consiste à prendre un template qui s'appelle underlay.j2. Il sait que ce template est dans le répertoire template, parce que ça fait partie des spécificités d'Ansible. Et il va aller me créer un fichier dans le répertoire /tmp avec le nom de mon host et l'extension .conf. Il va prendre ce fichier dans la tâche suivante et il va faire un Juniper Junos config merge. Il va merger en fait ce fichier avec la configuration existante et il va prendre la source qui est dans le /tmp pour l'appliquer au format texte, c'est-à-dire c'est du format Juniper standard, ce format indenté que certains ont l'habitude de voir, et éventuellement il génère un log dans le /tmp. Si on fait ça, on va lancer, il va configurer normalement en BGP, donc c'est un playbook site YAML, mais avec le tag BGP. Pour l'instant, je ne vais pas enchaîner les checks volontairement. Tout à l'heure, pour SPF, j'enchaînerai la config et le check. Quand je vais faire ça, ce qui va se passer, si vous vous rappelez ce qu'on avait dans site.yaml, c'est qu'il va exécuter d'abord common, parce que ça sera vrai pour les deux cas. Et après common, il va faire BGP plus spécifiquement. Donc, il construit la configuration common, la commune. C'est en orange parce qu'il a construit 4 nouveaux fichiers TMP qui n'existaient pas. Il est en train de d'appliquer ces fichiers sur chacun des équipements. Chaque fichier différent va se retrouver en configuration merge sur les équipements eux-mêmes. Alors en orange, parce qu'il a appliqué des nouvelles configurations. Il a construit la configuration BGP, toujours dans le fichier, dans le répertoire TMP, un fichier par équipement. Et maintenant, il applique la configuration BGP sur chacun des switches. Pareil, en mode merge, et forcément, puisque ce ne sont que des configurations complémentaires qu'on vient appliquer sur chacun des équipements. Ça prend un petit peu de temps, c'est lié à la puissance de la VM. Plus la VM est portée ou plus on est en barre métal et plus ça va vite. Donc, il a appliqué encore en orange parce que c'est une config qui n'existait pas sur les équipements. Ansible, rappelez-vous, est idempotente.
Idempotent, ça veut dire que, en fait, si je lance plusieurs fois le playbook, il ne refera pas plusieurs fois la même chose dans la mesure où je n'ai rien changé, ni dans les variables, ni dans le template, ni dans quoi que ce soit. On peut d'ailleurs s'amuser à le faire, juste pour vérifier. On relance en fait, donc ça, les fichiers, il les crée, ça c'est normal. Mais quand il va les appliquer, en fait, on se rend compte qu'il a compris que cette config, elle existait déjà sur l'équipement et qu'il n'a pas à réappliquer la même config. Maintenant que les commutateurs sont configurés, ça veut dire que on a non seulement une topologie, Spine and Leaf, ça c'est ce que Vagrant nous avait créé, mais qu'en plus là-dessus, on a une réelle configuration avec un protocole BGP et avec une accessibilité des équipements entre eux. Pour le vérifier, plutôt que d'aller à la main, on va aller regarder ce qu'il y a dans le playbook check BGP, donc dans le rôle qui s'appelle check BGP. Dans les tasks main, on va regarder en fait ce que fait ce contrôle. J'ai mis en exemple au début un check des interfaces, à la fois de l'admin status et de l'opérationnel status. On peut se douter que si tout s'est bien passé, c'est que les interfaces, ça devait probablement être up, mais on va quand même le vérifier. Et pour ça, en fait, on utilise une commande que l'on lance sur les équipements. Alors, vous voyez, la première commande, c'est un show interface terse d'un numéro d'interface qui vient des fichiers var que je vous montrerai juste après. Et je lui dis d'attendre, d'obtenir l'information. Bon, pareil, une hiérarchie, on descend une hiérarchie XML. On cherche que l'admin status soit up. Et ça, on l'exécute 3 fois de suite si nécessaire, avec un temps d'attente de 3 secondes entre chaque tentative. L'idée, c'est que si ça prenait du temps à monter, je ne tombe pas de suite en erreur en disant non, ce n'est pas up. Donc, il va attendre un peu, puis il va réessayer. Et dès que c'est up, il passe à la tâche suivante. Ou alors, il tombe en erreur si jamais il a obtenu une erreur. Alors, vous avez vu ici que je lui dis ignore errors yes. Ça veut dire que mon objectif, c'est qu'il passe complètement tous les tests. Ce n'est pas que le playbook tombe en erreur parce qu'une des tâches n'a pas obtenu le résultat que j'attendais. Je veux qu'il enchaîne la totalité des tâches parce que certaines peuvent tomber en erreur et d'autres pas. Et de cette conclusion-là, je peux analyser que peut-être le problème se trouve à tel ou tel endroit. Le test suivant, je regarde si l'opérationnel status est. Donc là, je vais chercher non plus l'admin status, mais l'opérationnel status dans ma hiérarchie XML. Et je dis, j'attends qu'il soit up, que ce soit l'élément up qui soit dedans. De la même manière, j'attends 3 secondes entre chacune des tentatives, 3 tentatives maximum. Et s'il y a une erreur, tant pis, il l'affichera, mais ça ne plantera pas le playbook, il passera au test suivant. Un test LLDP que j'aurais pu faire, mais que là j'ai désactivé parce que n'ayant pas de data plane, eh bien en fait, j'ai pas d'information LLDP. Le control plane ne suffit pas à me remonter une information LLDP, donc ce test ne serait pas valide. En fait, il tombera en erreur parce que la chaîne de caractères serait vide. Je regarde si le BGP peer state est established. Donc pour ça, je fais un show BGP neighbor pour chacune des interfaces des peer IP que j'ai dans mon fichier var qu'on va voir après. Et j'attends que dans ma structure XML, le peer state, l'information peer state, soit à l'état established. Potentiellement, je fais 10 tentatives avec 5 secondes d'attente entre chaque tentative. Alors pourquoi là je monte ces valeurs-là? Parce que autant les interfaces, c'est évident, elles sont up de suite, autant par contre le protocole BGP, si j'enchaînais à la fois la configuration et immédiatement derrière le check, donc dans quelques secondes, peut-être que le protocole BGP n'aurait pas monté, ne serait pas monté et qu'il ne serait pas capable d'aller avoir l'information established dans le peer state et qu'il faudrait un peu de temps, peut-être quelques secondes, peut-être quelques dizaines de secondes. Encore une fois, ça dépend de la puissance sur laquelle je fais tourner ma simulation, la puissance de la machine.
Et donc, je vais lui laisser le temps, potentiellement jusqu'à 50 secondes, de pouvoir monter, d'avoir le temps de monter. Donc, généralement, si au bout de 50 secondes, il n'est pas monté, là, c'est que ça s'est mal passé, il y a quelque chose qui ne marche pas. De même, j'ignore l'erreur si jamais il y en avait une. Le test suivant, je check si le device a appris quelques routes en BGP. Pour ce faire, je vais faire un show route receive protocol BGP. Encore une fois, sur le peer IP, et je boucle sur les peer IP que j'ai en face de moi. Et je vais voir le Talby Net 0 pour chercher le total route count. Et dans mon architecture, telle qu'elle est faite, mon total route count doit être plus grand que 2. S'il n'est pas plus grand que 2, j'ai un souci. Il manque quelque chose, il manque des routes. Alors, de la même manière, comme tout pourrait s'enchaîner très vite, je lui mets 10 tentatives avec 5 secondes d'attente entre chaque tentative, de manière à lui laisser le temps de monter. Et j'ignore l'erreur s'il y a un problème. Le test suivant, je check si le device Junos a des routes BGP, mais d'une autre manière. Je vais faire un autre type de test que celui que j'ai fait précédemment. Pour ça, c'est un show route protocol BGP sur la local IP. Donc pareil, dans les fichiers var, on va voir comment on le récupère. Et dans la structure XML, je veux que, en fait, le NH, donc le NH qui est dans le RT entry, donc toute la structure XML présentée différemment c'est une autre représentation volontairement, je n'ai pas repris la même syntaxe que le test au-dessus. Ça doit être égal au peer IP, c'est-à-dire l'information que je dois avoir dans next hop, le NH, le next hop, ça doit être l'information, l'adresse IP du peer IP que je dois trouver. Et en plus, je vais regarder une autre information qui est le next hop via, donc par où est-ce que j'atteins ce peer IP? Eh bien, par une interface item interface .0, je dois sortir par l'interface qui est prévue pour avoir ce peer IP. Je boucle sur underlay neighbors, on verra les variables tout à l'heure, et s'il y a une erreur, je l'ignore. Ensuite, je regarde si chacun des équipements peut pinguer des destinations. Pour ça, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des particularités des fois dans les modules. Le Juniper Junos Ping va m'intéresser. Pourquoi? Parce qu'il me permet d'avoir une information qui est l'acceptable person clause, que je n'aurais pas si j'utilisais juste le Junos Ping. C'est une information que je n'aurais pas. Et ça m'intéresse parce que sur des machines comme ça, sur des simulations, il se peut très bien que le premier ping soit perdu, voire pourquoi pas que le deuxième ping soit perdu. Donc, ce que je veux, c'est vérifier que j'ai de l'accessibilité, mais le temps que le process se réveille pour répondre au ping, il se peut très bien que j'en ai perdu un ou deux. Donc, j'ai un niveau de tolérance. Je lui dis que jusqu'à 40% de perte, ce qui veut dire deux pings, je considère que ça a quand même fonctionné. Ensuite, le test JSNAPI. Alors, JSNAPI, c'est un petit peu plus lourd. Il va falloir qu'on le regarde en dehors de ce playbook. Mais JSNAPI, en fait, possède des fichiers de tests, ce qu'on appelle les test files. Ils sont dans un répertoire on va aller voir ce qu'il y a dedans. Et les snapshots, il va les mettre également dans ce répertoire-là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre mes test files qui s'appellent, il y a deux fichiers test files, un qui est test BGP state et test BGP summary. Donc je fais deux tests avec JSNAPI. Je suis dans un test de type snapcheck, c'est-à-dire que je ne fais pas un snapshot avant et un snapshot après, je fais un snapshot instantané et j'analyse le snapshot instantané. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va falloir que je regarde si le résultat de JSNAPI, qui va se mettre dans le snapcheck result, dans la variable register qui est ici, je vais aller vérifier que mon pass percentage est égal à 100. C'est-à-dire que la totalité des tests sont passés avec succès. Et si jamais ce n'est pas le cas, donc je lui dis assert that, vérifie que
mon snapcheck résulte pass percentage, donc le pass percentage qui va être envoyé dans le snapcheck résulte dans la variable qui est ici. S'il est bien égal à 100%, tout va bien. S'il n'est pas égal à 100%, il va m'afficher un message, jsnappy test on, le host sur lequel ça s'est fait, a failed, et ça n'a pas marché. Alors, on va sortir maintenant de ce playbook pour aller voir les variables. Vous voyez qu'on a un répertoire groupe vars et un répertoire host vars. Si je vais dans le groupe vars et que je regarde un fichier YAML que j'ai appelé underlay.yaml et qui contient en fait les interfaces, l'état des liens. C'est-à-dire que j'ai le lien numéro 1 qui part d'une adresse IP et qui va vers une autre adresse IP, un lien numéro 2, etc. Ce sont en fait les couples d'adresses IP qu'on a sur chacune des interfaces. Alors, on voit que c'est un dictionnaire, en fait. On a un dictionnaire. Peer-to-peer est un dictionnaire, Link1 est un dictionnaire. Et on voit à l'intérieur du dictionnaire qu'on a 1 et 2 qui sont les clés et valeurs. Donc, clé 1, valeur 172.16.00, clé 2, valeur 176.0.0.1, etc., etc. Ça, c'est ce fichier-là. Dans le fichier hostvar, on voit que pour hostvar, on a un fichier par switch. Si je vais regarder par exemple Spine 01, Spine 01, il a une information d'abord système. Alors d'ailleurs, c'est ce qui va être utilisé par Common, par le playbook Common. Il va mettre le hostname et il va mettre l'adresse IP de loopback. Et puis, on a le underlay qui a des informations sur l'ASN utilisé par BGP, mais sur aussi les neighbors, c'est-à-dire sur l'interface EM5. Je vais avoir en fait un leaf1 à l'autre bout de cette interface EM5 avec un ASN qui est 60011, avec un peer IP qu'il a été récupéré dans le groupe var all underlay YAML qu'on a vu tout à l'heure. Par indexation, il va aller récupérer l'information là. La peer loopback, quelle est la loopback qu'il a en face, et la local IP, qui récupère également dans le groupe var. Et l'interface EM6 qui va vers live02. Voilà. Donc, vous retrouvez ici les informations qui ont été utilisées dans le check BGP. Donc, c'est comme ça qu'il sait quelle est l'adresse IP locale, quelle est l'adresse IP distante, et il est capable d'aller vérifier que ces informations correspondent bien et qu'il y a accès quand il va les chercher dans les tables de routage. On ne va pas passer en revue chacun des hostvar parce que ces hostvar sont tous pareils. Et je vous ai dit tout à l'heure en fait que on avait rôle underlay BGP, on a un répertoire task qui est le répertoire qui permet de définir les tâches, le template qui est le fichier template que l'on va appliquer, on ira le voir avant de lancer, et default. Default qui est en fait une sorte de répertoire dans lequel on va aller mettre des informations, des variables, sur lesquelles il se rabattra s'il n'a pas eu cette information avant. Donc, dans la hiérarchie des priorités, default n'est pas le plus prioritaire, mais s'il n'a pas trouvé l'information avant, il va chercher dans default un fichier qui s'appelle main.yaml et on va regarder son contenu. En fait, vous voyez que vous avez underlay qui est présent ici aussi. D'où le fait que dans le fichier ansible.cfg tout à l'heure, on lui demandait de merger en fait les variables. Parce que sinon, ça tombera en erreur. Underlay est utilisé dans les fichiers hostvar et il est également utilisé là. Pour lui, par défaut, ça ne lui plaît pas. Mais j'ai fait ça volontairement. Hein. J'aurais pu mettre ces informations ailleurs, mais je les ai mises là pour créer cette difficulté et pour montrer qu'en fait, on peut avoir les mêmes noms de variables dans des fichiers différents et pour autant merger les contenus de ces variables. C'est-à-dire que le network size, c'est une variable, c'est une clé pour être exact. Cette clé, elle n'existe pas ailleurs, elle n'existe pas dans les hostvar. Et c'est vrai pour BFD, c'est vrai pour min interval, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations-là?
toutes ces variables qu'on a vues, groupe var, rosvar et default, eh bien, on va les utiliser pour remplir le template. Donc, le template, on va aller voir à quoi il ressemble. C'est un template qui est au format texte, donc c'est un format Junos standard. Il pourrait être format XML, il pourrait être au format 7. Là, il est au format texte, bon, peu importe. On prend le format qu'on veut. Et à l'intérieur, vous voyez qu'on retrouve toujours cette logique, c'est du Jinja 2. Donc, on fait apparaître des variables. Donc, le système.hostname, ben, on avait le mot-clé système à l'intérieur duquel on avait le mot-clé hostname, etc. Donc, on va retrouver l'information. Les interfaces, on va boucler pour faire une configuration des interfaces. On va mettre une description. On va mettre une adresse IP, la locale, bien évidemment, sur l'équipement. On lui donne le neighbor local IP, mais l'underlay network size. Et ça ne vient pas du même endroit d'ailleurs, hein. Il y en a un qui vient neighbor local IP, ça vient du hostvar, alors que l'underlay network size, ça vient du default. On applique le protocole BGP avec toutes les configurations nécessaires et partout où on voit un accolade-accolade, c'est parce qu'on fait appel à une variable qui vient d'un fichier host. Ici, une boucle pour aller définir les neighbors. Et le routing option, où on met des informations, le policy option, etc., etc., etc. On descend, tout ça, c'est notre configuration. Voilà. Et à la fin, on a généré un fichier template qui a été appliqué en fait à chacun des équipements. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est donc checker que ma configuration qui a été appliquée, elle marche. Et pour ça, on va faire un Ansible Playbook avec un tag qui est check BGP. Donc là, il comprend qu'il saute tous les rôles sauf le rôle Juniper Junos et il va exécuter uniquement le rôle check BGP. Il vérifie que l'admin status est up pour chacune des interfaces de chacun des équipements. Il vérifie que l'operational status est up. Il vérifie que le BGP peer state est established. Il vérifie également que quelques routes ont été apprises. Vous vous rappelez, au moins 2 routes. Il vérifie ça, mais d'une autre manière. Il essaye de pinguer depuis chacun des équipements les autres par chacune des interfaces. Et enfin, il exécute le JSnappy. Et le JSnappy, il me dit que tout s'est bien passé, c'est-à-dire qu'on a 100% de réussite sur chacun des équipements. Et qu'est-ce qu'on avait dans JSnappy? Eh bien, en fait, c'était dans le répertoire role check BGP, JSnappy, test file, et on va prendre par exemple le premier, BGP state par exemple. Donc c'est une syntaxe un petit peu différente, c'est pas de l'Ansible, là on est dans du JSnappy. Donc on lui dit en fait qu'on fait un test, on fait un show BGP neighbor, on fait du XPath. Là, dans la structure XML qu'on va recevoir, on va utiliser en fait un langage d'accès à la hiérarchie XML qui va vouloir dire trouve-moi toutes les têtes de chapitre XML qui s'appellent BGP peer, c'est pour ça qu'il y a // et à chaque fois que tu me les trouves, les BGP peer, trouve-moi le peer adresse et vérifie bien que le peer state pour cette peer adresse est established. Alors, les messages, on ne les verra pas apparaître parce que d'abord, on appelle depuis Ansible et parce que la logique, c'est que en fait, JSnappy, par défaut, n'affiche pas les messages de réussite, il n'affiche que les messages d'échec. Donc, le test succédite, de toute façon, on ne le verrait que si vraiment on veut le faire apparaître. Par contre, le test failed, on le verra apparaître si jamais il y avait eu un souci. On l'aurait vu revenir en retour en fait de la commande JSnappy dans Ansible.
l'autre rôle, enfin l'autre fichier de test qui est BGP Summary est structuré de la même manière. Donc, on fait un show BGP Summary. Dans le XML qu'on a reçu, on cherche le slash BGP information et on doit avoir dans ce slash BGP information un down peer count à 0. Je ne dois avoir aucun peer qui est down. Toute mon architecture doit être avec des peers qui sont up. Donc, ça doit être égal à 0. Et si c'est le cas, le test a été effectué avec succès, mais c'est un message qu'on ne verra pas apparaître. Si ça ne marche pas, on verra par contre apparaître le message d'erreur test failed. Donc, ce JSnappy est appelé depuis Ansible et le retour qu'on a eu ici nous disant tout s'est bien passé, tout était à 100% de réussite pour chacun des équipements, ça veut dire que ces deux tests se sont bien passés. Voilà pour la configuration BGP. Je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de faire une configuration à la volée OSPF. Donc, l'idée, ça va être que on lance le playbook site-YAML, on lui donne le tag OSPF et on lui dit dans la foulée check OSPF. Donc, vérifie que mon architecture OSPF fonctionne. Ça va s'enchaîner. Les tests OSPF sont légèrement différents de ce BGP. Je ne vais pas prendre le temps d'aller les montrer parce que sinon, on va largement dépasser, c'est déjà le cas, les 60 minutes que j'avais imaginées pour ce webinaire. On envoie. Il construit la configuration common. Normalement, quand il va vouloir l'appliquer, il devrait me dire qu'il n'y a pas grand-chose qui change puisque c'est la même common, c'est common. Il a construit la configuration OSPF, mais là, par contre, il va l'appliquer. Il va l'appliquer en remplacement de la configuration qu'on avait tout à l'heure. Donc, il prend un petit peu de temps pour l'appliquer sur chacun des équipements. Et quand il aura appliqué, il va enchaîner directement le check OSPF, puisque c'est ce que je lui ai demandé. Alors, heureusement que j'ai des timers là aussi, parce que les interfaces, il n'y a pas de doute, elles sont up, elles n'ont pas changé. Mais par contre, quand il va arriver au protocole de routage, il va falloir que le protocole ait le temps de monter pour que les informations, il les trouve. Alors, il va chercher des peer states, il va regarder si les peer states sont established. Si ça prend un peu de temps, ça veut dire que très probablement, la première tentative qu'il a fait, c'était pas established. Donc, il attend, il boucle pendant le temps qu'on lui a demandé et autant de fois qu'on lui a demandé jusqu'à ce qu'il ait l'interface established ou que ça tombe en erreur potentiellement au bout de 50 secondes. On va patienter. Donc, ça y est, les routes montent progressivement. C'est pour ça il a un petit peu de mal sur chacun des équipements. Il attend que les routes soient montées. Donc, les peer states sont established. Il va vérifier qu'il y a quelques routes qui ont été apprises. Alors, quelques routes, ça veut dire dans notre architecture 7 routes, en fait. Donc, il vérifie qu'il y en a 7. Donc, toute l'architecture est OK. Si je vous montre le contenu de check OSPF, vous allez voir ici le test dont je parlais. En fait, c'est au minimum, c'est plus grand que ou égal 7, parce qu'on doit avoir en OSPF au moins une entrée pour chaque segment réseau et une pour chaque loopback adresse. Donc, c'est pour ça on doit avoir normalement au moins 7, 7 même pour être très exact. Et donc, c'est ce qu'il a trouvé. Donc, ça veut dire que mon information OSPF, mon architecture OSPF fonctionne. Et le dernier point que je voulais vous montrer, c'est une petite particularité qu'on n'utilise pas pour faire des tests unitaires la plupart du temps, mais qu'on utilise pour faire des tests d'acceptation. Là, je ne vais pas me lancer dans des tests d'acceptation pour le robot framework. Je vais en fait plutôt montrer, alors, on va aller dans robot, et je vais juste montrer en fait comment fonctionne robot. Robot, d'abord, possède un fichier qui est le fichier robot.
c'est celui qui va nous permettre de lancer le test. Si je regarde son contenu, en fait, il contient 3 lignes de documentation et il charge une librairie et 2 fichiers variables externes. L'organisation avec des fichiers variables externes, ça a pour objectif de pouvoir créer plusieurs fichiers robots de test et de ne pas redéfinir à chaque fois les variables. La librairie, en l'occurrence, c'est une librairie que j'ai écrite spécifiquement pour le test, puisque Juniper ne met pas à disposition de librairies robots. Ils en ont, mais ils ne les utilisent qu'avec les services pro. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une petite librairie qui permet de montrer le fonctionnement de robots. J'ai des variables locales au fichier robot, qui est en fait une variable qui spécifie quelle est la version qui est attendue. Parce que je vais juste faire quelque chose de simple avec robot, c'est que je vais lui demander d'aller vérifier que sur tous les équipements, on a bien la version 19.4R1.10. C'est tout ce que c'est sans ambition, mais c'est juste pour montrer le fonctionnement de robot. Et le test case que l'on va exécuter dans robot, il a un nom, il faut lui en donner un, c'est check Junos OS version. Celui-là n'a pas plus d'intérêt que ça. Mais ce test-là, en fait, il va faire une boucle sur chacun des équipements. Alors la syntaxe, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la syntaxe avec arrobase veut dire qu'en fait, je cherche à l'intérieur d'un dictionnaire et on va voir que ce dictionnaire, il a été injecté à partir de la variable inventory YAML. On va aller la voir après. Et pour chacun des dictionnaires VQFX qui ont été remontés, je vais lui demander de faire un connect device. On verra que connect device, c'est un mot-clé que j'ai défini dans la librairie custom lib que j'ai créée pour Juniper. On lui passe l'adresse IP, on lui passe le port, on lui passe le username, on lui passe le password et il va effectuer une connexion. Ensuite, je vais récupérer la version qui est sur l'équipement avec la fonction getDeviceOS version. En fait, Robot a une convention, c'est que les fonctions ou méthodes, pour être exact, puisqu'on est en programmation objet, en fait, quand je définis la méthode, je la définis avec une syntaxe que lui va reconnaître dans un fichier robot en remplaçant mes séparateurs du nom de la méthode par un espace et en mettant chacun des mots avec la première lettre en majuscule, donc en camel. Je lui dis should be equal, ça c'est une fonction interne à robot. Should be étoile à string, donc je dois avoir le $version qui m'est remonté de la méthode getDeviceOS version égale à mon $Junos, qui est une variable locale au fichier robot. Et puis, je lui donne une dernière fonction à exécuter, close device. Donc, ferme-moi la connexion vers le device. Ça, c'est le fichier robot. Si je regarde ce que j'ai d'abord dans les variables, j'ai par exemple un inventory. On va aller voir la tête de l'inventory. Donc, l'inventory, c'est un fichier YAML où on trouve notre fameux VQFXS, donc cette liste de dictionnaires. Donc dessous, ce sont des dictionnaires. Donc VQFXS est une liste, elle contient des dictionnaires et on voit l'attribution clé-valeur, IP la clé avec la valeur, le port et la clé avec la valeur. Et donc en fait, ce VQFXS, quand je l'ai appelé dans robot, il a fallu que je lui dise que c'était en fait une liste, donc avec le petit arrobase devant la variable. Si je vais regarder l'autre fichier qui est credential, l'idée reste la même, j'ai des variables dedans. C'était pas celui-là. Si, ça devrait être celui-là. Voilà. Donc le username, root et le password Juniper. Donc ça, ce sont des variables traditionnelles qui va remonter dans robot. Et si je vais regarder la petite custom lib qui a été créée, c'est une classe, Junos Device, dans lequel en fait je vais définir des méthodes et on retrouve en fait connect device, close device qui sont définis avec des séparateurs underscore et qui sont remplacés dans robot par underscore égale un espace
et chacune des premières lettres montée en majuscule. Et lui, il sait retrouver, depuis ces mots-clés qu'on a utilisés dans le fichier robot, ces méthodes qui sont définies dans cette custom lib qui a été chargée. Alors, celle-là, on a dit Connect Device, on connaît, Close Device, et puis ici, en fait, deux méthodes. Celle qu'on appelle, c'est Get Device OS Version, si vous vous rappelez. Et le Get Device OS Version, en fait, je fais appel à un Get Device Info, qui est une méthode définie au-dessus, parce que potentiellement, comme je récupère toutes les facts qu'il y a sur le switch, je pourrais me créer d'autres méthodes dessous que juste aller tester la version. Mais là, en l'occurrence, tout ce que je veux, c'est retourner version, la version qui est dans le fax qui m'est remonté du device fax qui est ici. Donc voilà simplement un petit module qui est appelé dans robot. Et robot, en fait, quand je veux le lancer, je fais appel à l'interpréteur robot qui va me prendre le fichier robot que j'avais défini tout à l'heure et je lui dis de m'exécuter en fait les tests que j'avais définis dans le fichier robot. Donc il passe sur chacun des équipements. Sur chacun des équipements, il va aller récupérer la version et puis je lui ai dit compare-moi cette version, vérifie bien que cette version c'est une 19.4. C'est ce qu'il fait. Il va me donner en CLI le résultat sous une forme voilà, simplifiée. Donc, il me dit que mes tests sont passés. J'en sais pas beaucoup plus pour l'instant. Si je veux en savoir un petit peu plus, en fait, il m'a créé 3 fichiers, log HTML, output XML et report HTML. Et ces fichiers, en fait, sont des fichiers qui me permettent d'avoir un peu plus d'informations sous une forme un petit peu plus conviviale que juste en CLI et savoir que ça s'est bien passé. Et si je veux savoir ce qu'il y a dessus, eh bien, je vais aller les consulter en lançant d'abord un serveur HTTP localement ici, 192, 168, 105, 161, le port 8000, il faut que je m'en rappelle. Et ici, donc je vais aller sur 192.168.105.161.8000 et je vois mon répertoire, c'est normal, il me remonte tout le répertoire dans lequel j'étais et ce qui m'intéresse, c'est le log HTML. Et là, j'ai un rapport beaucoup plus détaillé de ce qui s'est passé. Il m'a passé un test qui était le check Junos OS version, j'avais qu'un seul test. Si je regarde ce que j'ai dedans, il m'exécutait une boucle pour aller me chercher chacun des équipements. Si je regarde ce que j'ai dedans, j'ai un item par équipement. Si je prends le premier équipement, qui est le Spine 01, eh bien, il me dit ce qu'il a fait dessus. Donc, j'ai tout le détail en fait de ce qui s'est passé. Donc, je peux comme ça aller regarder tout le déroulement de mon test et savoir comment ça s'est terminé. D'autant plus intéressant, évidemment, quand ça se termine mal. Je vais revenir ici et je tombe mon serveur HTTP. Je vais remonter d'un niveau et je suis ici dans le répertoire où j'ai le Vagrant file. Je vais en profiter pour détruire les fichiers .conf qui ont été remontés tout à l'heure et qui ne m'intéressent pas. Je ne vais pas les garder. Et maintenant que j'ai terminé, je vais détruire mon architecture. Brutalement, en fait, je vais détruire les VM. Et pour ça, je vais utiliser la commande vagrant destroy et je lui dis de forcer, je lui demande de ne pas me demander une confirmation à chaque VM. Et donc, son but va être maintenant de me détruire mon architecture. Donc, il va tomber dans VirtualBox toutes les VM une à une. Et c'est terminé. J'ai détruit entièrement mon architecture. Si je vais vérifier un vagrant status, je n'ai plus de machine qui soit créée et encore moins qui soit running. Voilà, on a fait le tour de la petite démonstration. Ça a pris 30 minutes de plus que ce qui était prévu. C'est peut-être un des derniers webinars. On a passé différents constructeurs, différentes façons de faire des simulations. C'est de l'automatisation, c'est juste un sous-ensemble du NetDevOps. Aller explorer la totalité de NetDevOps, ça serait très très long. Et c'est certainement difficile à faire en webinar parce que il faut que les gens pratiquent pour pouvoir vraiment voir comment ça se passe. Encore une fois, merci d'avoir été présent pour tous ces webinars
et s'il y en a d'autres qui sont créés, vous verrez, les annonces dans LinkedIn en me suivant au niveau de mon profil. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.